Nous sommes samedi 10 juin 2023. Bonjour et merci de suivre RTI 1. À la une de votre édition, Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, est depuis jeudi à Paris, en France. Il a été reçu hier vendredi au Palais Bourbon par la présidente de l'Assemblée nationale. Au centre des échanges, le renforcement de la coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire et la France. On ira à Paris en début de journal où nous attend Alexis Ouedraogo. Localiser et faire un inventaire du patrimoine immobilier de l'État de Côte d'Ivoire, puis mettre en place une base de données fiable. Voilà des sujets qui préoccupent le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bruno Nabagné-Koné s'est rendu hier à la Sonapieux pour une visite des locaux. Et Lansine Bakayoko était sur place. L'ancien Premier ministre britannique a annoncé hier vendredi soir démissionner de son poste de député, mais le faisant d'une manière combative, accusant ses opposants de chasse aux sorcières, critiquant violemment Rishi Sunak, son successeur actuel, et faisant même planer la possibilité d'un retour. On en parle en fin de journal. La diplomatie parlementaire en marche. Le président de l'Assemblée nationale est à Paris, en France, depuis quelques jours. Et hier vendredi, Adama Bictogo était au Palais Bourbon où il a été reçu par son homologue française, Yael Braun-Pivet. Au cœur des échanges des deux personnalités, le renforcement de la coopération parlementaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Depuis Paris, le témoignage d'Alexis Ouedraogo. Au Palais Bourbon ce vendredi, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est accueilli sur le perron par son homologue français. Les deux pays veulent renforcer leur coopération parlementaire. Sur plusieurs sujets, de bonnes avancées sont notées. L'occasion pour nous d'aborder tous les sujets. Je voudrais dire en premier le sujet relatif au problème de visa, parce que nous portons les préoccupations de nos populations. Et les visas font partie donc des préoccupations qui nous sont exprimées. Madame la Présidente partage avec nous cette préoccupation. Elle nous a promis de saisir le ministre d'abord de l'Intérieur, mais de saisir même le président de la République de France à l'effet de voir comment très rapidement des solutions peuvent être apportées à cette préoccupation. Formation parlementaire, renforcement des capacités des jeunes, fluidité de la mobilité Paris-Abidjan, autant de sujets abordés. Nous avons abordé tous les sujets, évidemment, les flux migratoires, la migration. Nous avons proposé que une des solutions, c'est le renforcement de la formation professionnelle de nos jeunes. Et que pour cela, nous avons besoin que la France nous accompagne, donc non seulement dans la construction des établissements professionnels, mais surtout dans la formation professionnelle. Nous avons évoqué les élections locales à venir. Depuis 20 ans, après les législatives, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire va donc avoir des élections locales inclusives, qui vont donc permettre la participation de toutes les sensibilités politiques. Donc, ce sont tous ces sujets-là que nous avons abordés et je crois que nous repartons très satisfaits. Le président de l'Assemblée nationale est attendu en début de semaine au Vietnam, toujours dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire. Cette semaine, au cours de la célébration du 48e anniversaire de la CEDEAO, là nous sommes bien à Abidjan. Kandia Camara, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a salué les nombreux acquis de l'instance sous-régionale. Une cérémonie qui a réuni quelques centaines d'invités, composés de membres du gouvernement ivoirien, de diplomates et de membres d'associations des pays membres de la CEDEAO. Les précisions de Souleymane Donisongou. 1975-2023, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a 48 ans. Plus de 4 décennies au service des États ouest-africains, l'institution s'est engagée depuis sa création pour l'intégration entre les États membres. La Côte d'Ivoire est pour la CEDEAO à la fois un laboratoire et un modèle. Le pays de l'hospitalité est aussi le pays de la solidarité. Aujourd'hui, cette tradition est portée et revendiquée de la manière la plus complète possible par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. La CEDEAO, 48 années d'existence et d'expérience en matière de coopération sous-régionale. L'événement est célébré en présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. 48 années d'intégration régionale, marquées par la libre circulation des personnes et des biens,
de mise en œuvre de programmes économiques et sociaux, d'échanges culturels, de coopération sécuritaire, monétaire et financière, l'ensemble orienté vers une communauté de vie et d'avenir pour une élévation du niveau de vie des populations des États membres de notre communauté qui compte plus de 400 millions d'habitants. Je tiens également à réaffirmer la détermination de mon pays à contribuer de manière efficace et effective à la mise en œuvre des programmes de la communauté, à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et la solidarité dans notre région ouest africaine en vue de son développement harmonieux. La CEDEAO a pour objectif de promouvoir la coopération et l'intégration sur le plan politique, économique, social et culturel. Elle contribue également à la gestion des conflits. C'était un commentaire de Moussa Konaté. Le premier CETIP de Côte d'Ivoire a été inauguré cette semaine. Par CETIP, il faut entendre Centre de traitement des informations policières. Le démarrage de ces activités intervient dans le cadre de la mise en place du CIPAO, un dispositif fiable d'échange de données de police entre services visant à permettre d'apporter une réponse efficace et concertée aux préoccupations sécuritaires de la sous-région. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. Situé dans la commune de Cocody, ce CETIP, Centre de traitement des informations policières, est une concrétisation de l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la mise en place du système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, CIPAO. Sans un échange efficace d'informations policières au niveau national, régional et mondial, aucune stratégie de répression ne peut s'attaquer efficacement à ces menaces. On ne peut rêver d'une région ouest-africaine sécurisée tant qu'un système d'information policière fiable n'est pas en place au niveau national. Tel est notre objectif commun et le CIPAO se présente comme la solution idoine pour relever ce défi pour une région ouest-africaine plus connectée et plus sûre. La CEDEAO, partenaire institutionnel, et l'Union européenne qui appuie financièrement ce programme de lutte contre l'insécurité en Afrique se félicitent de la présente réalisation. Nous sommes en tant qu'Union européenne conscients de la grande importance de ce programme qui vise à fournir un appui structurant aux services de police d'Afrique de l'Ouest. Le développement du projet CIPAO doit permettre aux services de police de la région de mieux travailler au quotidien et aussi d'apporter une contribution majeure à la coopération policière internationale. Procédant à la coupure symbolique du ruban, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagono Diomandé, qui avait à ses côtés le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a traduit la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire aux partenaires financiers, institutionnels et à Interpol pour leur engagement en faveur du renforcement de la sécurité des citoyens et de leurs biens. Le contexte sécuritaire sous-régional est marqué par la criminalité transnationale organisée et les attaques de groupes armés. En conséquence, le programme CIPAO, dont l'objet, faut-il le rappeler, est de mettre en place un système électronique d'information policière exploité et partagé par tous les services chargés de l'application de la loi, présente un grand intérêt pour nos États. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, toute ma gratitude à l'Union européenne pour le financement de ce programme, CIPAO. Bâti sur une superficie de 2400 mètres carrés, le Centre de traitement des informations policières compte 15 bureaux. On en vient maintenant aux activités de la Marine nationale. La Marine nationale qui apporte un soutien médical et alimentaire à de nombreuses populations de la zone côtière dans l'ouest ivoirien. La Marine initie aussi des actes de rapprochement communautaire, notamment dans les localités de Dagbebo, Tolou et San Pedro. Le dernier en date s'est fait lors d'une opération de reconnaissance dans la zone maritime de la région. On voit cela avec Abou Sanogo et Vakassa Karamoko. Les actes illicites tels que la piraterie, les trafics illégaux et la pêche non déclarée et non réglementée prévalant, la Marine nationale de Côte d'Ivoire a initié une opération de reconnaissance de la zone maritime ouest de la Côte d'Ivoire.
C'est donc en transitant de la zone maritime Est à la zone maritime Ouest que le navire a combiné des actions avec le groupement des fusiliers marins commando et le soutien de certains partenaires étrangers dans la recherche du renseignement, l'interception et la visite de tous les bateaux ou embarcations de pêche au large de Tolou et de Dagbego, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Assurer l'ensemble des acteurs de l'action de l'État en mer, mais aussi surtout de tous les acteurs institutionnels de la région, de la capacité de la Marine nationale à pouvoir aujourd'hui assurer une présence plus marquée et dans la profondeur avec l'acquisition de ce patrouilleur de haute mer. À côté de cette opération maritime, la Marine nationale a déroulé un programme d'action civilo-militaire. Cette action a été accueillie avec satisfaction par le village qui a témoigné toute sa sympathie au commandant du navire et sa délégation. Il s'agissait de se rapprocher, de mettre en confiance et de faire bénéficier des œuvres sociales les populations de la localité de Dagbego et de Tolou, situées respectivement dans le Bassa-Sandra et dans la localité de Tabou. Nous disons merci beaucoup à la Marine nationale qui a déployé tout son service médical dans notre village pour nous traiter. Si ça pouvait être continuel tous les 3 mois, que l'État vienne gratuitement soigner les populations qui sont loin de l'hôpital général de Tabou, ça va nous faire plaisir. Cette initiative de la marine ivoirienne envers les civils a pour objectif de se rapprocher, mettre en confiance et assister davantage des populations afin de sceller des réseaux de collaboration et optimiser la lutte contre le pillage des ressources halieutiques. Le patrimoine immobilier de l'État bien maîtrisé peut avoir un bon retour sur investissement. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en est bien conscient. C'est en cela qu'il envisage de faire un inventaire exhaustif de ce patrimoine en vue de mettre en place une base de données fiable. Bruno Koné a visité hier les locaux de la Société nationale du patrimoine immobilier. L'enseigne Bakayoko. À l'issue de cette visite, le ministre Bruno Koné a pu toucher du doigt les réalités de la Société nationale du patrimoine immobilier de l'État. Selon lui, une bonne maîtrise des biens immobiliers de l'État permettra à terme de mettre à disposition de l'administration et les services publics des bâtiments fonctionnels et de réduire les charges locatives liées aux baux administratifs. Progressivement sortir de la logique des baux dans laquelle nous sommes depuis 40-50 ans pour rentrer définitivement dans une logique où l'État est propriétaire des locaux dans lesquels son personnel travaille. En plus du renforcement de la sécurisation du patrimoine immobilier de l'État, l'objectif est d'améliorer l'exploitation économique et la rentabilité financière du parc immobilier de l'État. Nous avons démarré par la commune du Plateau. Déjà, il s'agit d'une actualisation parce qu'il y a eu un recensement par le passé du patrimoine immobilier de l'État qui avait fait noter 32 761 biens, tant sur le territoire national qu'à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, nous avons la mission de faire du patrimoine immobilier un levier de financement tant de son développement que de financement d'autres chapitres du budget national. Aussi, le patrimoine immobilier de l'État peut avoir un bon retour sur investissement et constituer une garantie auprès des partenaires techniques et financiers dans le cadre des projets PPP. Notre ambition, c'est de faire en sorte que cette vision-là colle avec la vision du développement urbanistique de la ville d'Abidjan, où nous prévoyons 3 villes nouvelles dans les environs de la ville d'Abidjan, à Anyama, à Bassam et à Bégerville. Et bien évidemment, dans chacun de ces développements urbains, il sera compris une part importante de locaux à usage de bureaux et en particulier de locaux à disposition pour les agents de l'État. La Société nationale du patrimoine immobilier de l'État a été créée en février 2022 afin d'optimiser la gestion du patrimoine immobilier de l'État. En somme, un outil de bonne gouvernance. La vie les a privés de leurs parents, mais pas de leur grande intelligence. Ces enfants sont orphelins, mais studieux. Les meilleurs élèves, pensionnaires de l'orphelinat de garçons de Bingerville et l'orphelinat national de filles de Grand Bassam, viennent d'être récompensés par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour leurs excellents résultats scolaires. Evelyne Yeboué et Léon Broukwame ont assisté à la cérémonie de récompense.
Ils sont 45, ces pensionnaires des orphelinats de garçons de Bingerville et de filles de Grand Bassam, récompensés pour l'excellence de leurs résultats de fin d'année scolaire. Votre présence ici à cette célébration de l'excellence des pensionnaires des orphelinats publics est un témoignage éloquent de votre attachement à chaque pilier de la maison Femmes, Famille, Enfants que vous pilotez si brillamment. Nous vous remercions, maman, pour cet engagement ô combien bénéfique dont nous sommes au quotidien les heureuses bénéficiaires. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude et mes vifs remerciements à Madame la ministre, dont le leadership à la tête de ce ministère en charge de la protection de l'enfant contribue grandement à donner le rayonnement particulier à ces êtres fragiles qui n'ont besoin que d'attention. La ministre ici remerciée est celle en charge du portefeuille de la femme, de la famille et de l'enfant, donatrice de ces ordinateurs, tablettes éducatives et kits scolaires. Un élan de solidarité et d'encouragement des pensionnaires des orphelinats, tous des cas sociaux au surpassement. Ces enfants ont toujours été célébrés, mais aujourd'hui, on a voulu le faire de façon couplée et leur donner un message fort en tant qu'enfants, et leur faire comprendre que la Côte d'Ivoire de demain, c'est eux. Marque aussi cette célébration de l'excellence dans les orphelinats de Bingerville et de Grand Bassam, la distinction de ceux des encadreurs qui se sont illustrés par leur abnégation au travail. Autre lieu, autre cérémonie de récompense des meilleurs élèves. Cette fois, ça se passe à Agboville, dans la Niébi-Tiassa. Les élèves les plus méritants des lycées et collèges du département ont reçu de nombreux dons en présence de Patricia Omoetia et Ariel Ago. Ils sont au nombre de 110 à être primés. Il s'agit des élèves du lycée de Yakassé à Tobrou, de 6 élèves issus du concours de dictée au plan départemental et diverses personnalités. Ils ont reçu des diplômes, des médailles et du matériel scolaire pour récompenser leur mérite. J'ai obtenu au cours de cette année la moyenne de 17,89. Je suis là aujourd'hui pour vous dire que je suis le major de ma promotion en littérature. Chers amis, pour devenir major, ce n'est pas compliqué. Il faut juste bosser ses leçons de français, allemand ou même espagnol si tu fais des deux cas. Les initiateurs de cette cérémonie du prix d'excellence ont encouragé les lauréats. Ceux qui n'ont pas reçu le prix d'excellence, je vous invite à ne point vous décourager, mais à trouver ici l'occasion de vous remettre au travail, de redoubler d'efforts, car le meilleur reste à venir. Le prix d'excellence consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir une société d'excellence. Du côté de Gagnoa, à Djedje Digbepa, le collège moderne Alassane Ouattara vient d'ouvrir officiellement ses portes pour le bonheur des populations de la localité. C'est la conseillère spéciale du président de la République chargée des droits de l'homme qui a coupé le ruban d'inauguration. Godefroy Okambawa était sur place. À 17 km de Gagnoa, Djedje Digbepa. Ici, un collège de proximité est ouvert. Un don du président de la République est réalisé à la demande d'un cadre du village, le conseiller spécial du président du chef de l'État, chargé des affaires juridiques, le professeur Ouraga Obou. Tu as demandé un collège de proximité. Il dit oui. Il dit vous l'avez. Il dit tu as un terrain. Je dis oui. Il dit ça y est, tu peux partir, tu as ton collège. L'établissement est composé de 2 bâtiments de 3 salles de classe, d'un bloc administratif, d'une cantine scolaire. En inaugurant ce collège, la conseillère spéciale du président de la République chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, a indiqué que l'initiative vise à accompagner le gouvernement dans sa politique de l'école pour tous. C'est donc une demande de haute portée significative, de reconnaissance et de gratitude infinie. Aujourd'hui, la population n'a plus de raison de ne pas mettre les enfants à l'école. C'est ça l'avantage. Les parents d'élèves, ils n'ont plus à s'inquiéter pour leurs enfants. Les enfants sont à leur côté. Il n'y a pas de location de maison à faire. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de problème de nourriture. Aujourd'hui, la population est beaucoup plus tranquille. 6 enseignants, un intendant s'ajoute au principal de l'établissement pour l'encadrement des élèves. L'établissement reçoit essentiellement les enfants du canton Badi-Est, composé de 10 villages. Toujours dans le secteur de l'éducation, je vous emmène dans la Nawa, le Poro et le Gbeke. Cette fois, il n'est pas question de récompense des meilleurs
élèves. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les cas de grossesse en cours de scolarité. On en dénombre plus de 500, rien que dans ces 3 régions, aux grandes dames de tous. Le système éducatif prend des initiatives. L'heure est entre autres à la sensibilisation sur les méthodes de contraception et à la sanction. Victorine Yaoyoboué s'est intéressée au sujet pour nous. Mes enfants, où allez-vous? Nous allons rendre visite à notre présidente du club Zéro Grossesse en cours de scolarité. Elle vient d'accoucher. Que peut bien cacher cette réponse des enfants sur cette bande dessinée? Une triste réalité qu'est l'explosion des grossesses des jeunes filles au secondaire. Au mois de mai dernier, le Conseil national des droits de l'homme a publié un rapport sur cette question parce que le CNDH appréhende la grossesse comme un frein à la scolarisation de la jeune fille. Ce rapport cite la région de la Nawa en tête de classement avec 294 grossesses de septembre 2022, début de l'année scolaire à avril 2023. C'est pas pourquoi cette année ça choque, l'année passée on était à plus de 300. Blasé peut être le commissaire régional du CNDH à force de recenser chaque année les mêmes données sans un réel impact. Nos craintes seront confirmées aux médico-scolaires du département de Soubré. À mi-parcours du mois de mai, les grossesses se font toujours sentir. Jusqu'à présent, nous continuons d'enregistrer les grossesses. Donc d'ici la fin de l'année scolaire, c'est sûr que ça sera plus de 349 cas. En moins d'une heure dans les locaux, nous constatons un balai de jeunes filles enceintes venues pour la consultation prénatale. La majeure partie des jeunes filles même qui accouchent, celles qui reviennent ne sont pas nombreuses. Parce que moi, je prends pour habitude à la rentrée, dans mon registre, j'ai le numéro des parents. Je commence à appeler. Ah, vous êtes le père de telle fille ou bien la mère de telle fille. Elle a accouché, ça s'est bien passé. Son enfant vit, est-ce qu'elle a repris les cours? Il y a des parents qui me répondent non, elle ne peut plus reprendre. Elle vient d'accoucher, l'enfant encore bébé. Il faut qu'on lui donne 1 an encore pour reprendre. D'un an, on passe à 2 ans. J'ai appelé une année, une dame, elle m'a dit sa fille est décédée à l'accouchement. Il y a trop de risques. Qu'est-ce qui peut bien amener une élève à délaisser ses études au profit d'une maternité précoce, souvent au péril de sa vie? Au bout de quelques minutes d'échange, cette jeune fille, appelée Lydie pour garder son anonymat, nous explique. Je suis en seconde C. Celui qui m'a enceinté est un chauffeur de gros camions. Il a promis de s'occuper de moi. La faim, reconnue comme première cause des grossesses en cours de scolarité, entraîne ces adolescentes devenues trop tôt des adultes sur des chemins tortueux. Pour quel résultat? Rien que des regrets. Depuis le mois passé, il est parti. Il n'est pas encore vu depuis ce jour. Souvent, il m'a aidé les femmes qui vendent les galettes pour avoir un peu d'argent sur moi. Il regrette. Sans excuser le comportement de ces filles, à la recherche d'une solution de facilité, le directeur régional de la santé de la Nawa et le CRDH dénoncent en revanche l'inaction des parents. Celui qui a faim n'est pas un homme libre. Lorsqu'il y avait les internats, on n'avait pas ces chiffres assez exorbitants. Si les uns les autres, les collectivités, l'État, les parents, tout le monde pouvait prendre ne serait-ce qu'une petite part de cette responsabilité, je pense qu'on pourrait arriver à réduire le nombre de grossesses. Je souhaite que le CNDH formule auprès du gouvernement à l'effet que les sous-préfets, le co-préfet s'investissent dans la sensibilisation des parents d'élèves. En attendant la prise de conscience des parents, le ministère de la Santé, à travers les médico-scolaires, en synergie avec le ministère de l'Éducation nationale, sensibilise les élèves aux méthodes modernes de contraception, comme dans ce collège de Soubré, quelques jours avant les vacances scolaires. Vous prenez le préservatif, vous vérifiez la date. Si la date est bonne, ça veut dire que le préservatif n'est pas périmé, on peut l'utiliser. On a un nouveau slogan concernant l'abstinence. On ferme les cuisses, on ouvre les cahiers. Malgré les sensibilisations aux méthodes contraceptives, force est de constater que certaines filles ne font pas d'efforts pour éviter une grossesse. Cette scène dans un autre établissement de Soubré en dit long. C'est ma camarade. Je dis tout le temps que non, nous sommes des élèves et qu'on doit se protéger. Elle me dit non, que ça ne peut pas. Que comment nous sommes ensemble et que moi je lui dis que non, on doit se protéger. Qu'elle n'aime pas ça. Conséquence? Paraît qu'elle est enceinte. Elle a saigné, elle a caché. On est parti juste pour une consultation pour qu'on puisse voir. Elle m'a donné un papier d'échographie que voici, plus une ordonnance.
Des autorités préfectorales aux guides religieux, en passant par la chefferie traditionnelle de la région de la Nawa, tous sont d'avis que le mal est profond et résulte plutôt de la déliquescence des valeurs morales et spirituelles de notre société. Et les religieux d'ajouter que la promotion de la contraception est une porte ouverte à des dérives. En étant à l'école, c'est pour apprendre, pour que demain, elle soit vue dans la société. Elle occupe un rôle prépondérant. Quand tu dis à un enfant de prendre une contraception, tu lui dis en même temps, tu peux avoir des rapports sexuels, mais tu évites la grossesse. Donc on peut en même temps dire une chose et dire son contraire. Tu donner une telle note en contrepartie du sexe, ça arrive. Surtout moi qui suis un imam jeune, je suis au contact avec les jeunes. Je suis leur confident en quelque sorte. Donc ça me vient le plus souvent. Voilà, un tel professeur m'a fait ça, un tel professeur m'a fait ça. Imam, est-ce que si je le fais par contrainte, est-ce que j'ai un péché? Au bout du compte, la responsabilité de tous est engagée pour atteindre l'objectif zéro grossesse en cours de scolarité en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui est en pole position dans cette lutte, promet plus de fermeté pour assainir l'environnement éducatif tout en continuant l'ouverture des collèges de proximité pour rapprocher les adolescents de leurs parents. Pour les grossesses, une des solutions urgentes, c'est de construire les écoles de proximité. Pour la rentrée scolaire 2022-2023, dans le cadre du CD2, nous avons livré 60 établissements qu'on avait équipés. Le nombre va aller grandissant par rapport aux besoins. Madame le ministre a tapé du poing sur la table. À partir de maintenant, tous ceux qui posent des actes qui ne sont pas conformes à la déontologie doivent s'attendre à assumer. Et elle a même interpellé nous tous. Pourquoi il n'y a jamais de sanctions? Vous me faites croire que tout est parfait? Bien avant la région de la Nawa aujourd'hui, la région du Gontougo détenait il y a quelques années encore le triste record des grossesses en cours de scolarité. De 450 cas pour l'année scolaire 2017-2018, le Gontougo compte en cette année scolaire 2022-2023 148 grossesses d'élèves au secondaire. Il est vrai que l'atteinte de l'objectif zéro grossesse est encore loin, mais ce coup d'œil dans le rétroviseur montre que la problématique des grossesses en cours de scolarité ne peut pas être une fatalité. Que j'aurai toujours une famille. Le vœu des boucliers contre les grossesses en cours de scolarité, un sujet d'Adama Sangaré et Victorine Yaoyoboué du service Grandes Enquêtes de la rédaction. Reportage à revoir sur toutes nos plateformes digitales. De retour à Abidjan, on part maintenant à Adjamé. On va prendre part à la fête des Sœurs Unies de la commune. Une fête de resserrement des liens, de fraternité entre elles, dans une ambiance de fête de mères, de fête des mères. Ce sont Patricia Omoetia et Ariel Ago qu'on a envoyé sur place. C'est dans une ambiance de fête que l'Association des Sœurs Unies de Marie-Thérèse de la commune d'Adjamé a célébré les mamans. Prestations d'artistes, des concours de danse des mamans, des contes, chants et un partage de repas ont meublé ce moment de partage et de cohésion. Selon la présidente, la femme subit d'énormes pressions avec ses charges professionnelles et familiales. À travers cette célébration, l'association souhaite attirer l'attention de l'opinion publique sur les grandes responsabilités de la femme au sein de la cellule familiale. Nous sommes tous conscients de l'importance d'une bonne éducation et d'un suivi permanent dans l'accompagnement de nos enfants, car c'est le véritable héritage qu'on puisse les laisser afin qu'ils aient une meilleure socialisation. Une initiative appréciée par les mamans et le maire de la commune. C'est parce qu'il y a la cohésion dans ce quartier qu'elles ont vraiment voulu mettre sur pied cette association pour rassembler l'ensemble des femmes de Marie-Thérèse. L'Association des Sœurs Unies de Marie-Thérèse de la commune d'Adjamé compte une centaine de membres et œuvre à la promotion sociale et économique de ses membres. On va prier. Je vous emmène brièvement à Médine, la deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque. Dans le cadre du Hajj 2023, les pèlerins ivoiriens qui y sont déjà depuis quelques jours, ont prié hier vendredi dans la mosquée construite par le prophète de l'islam. Nos reporters Abou Sanogo et Ibrahim Sissé font partie de la délégation de pèlerins ivoiriens. Leur reportage à suivre probablement ce soir dans le
20h. Toujours en bref et en image, le siège de l'hôtel attaqué vendredi soir par les islamistes radicaux Shebab dans la capitale somalienne Mogadiscio est terminé. Le bilan de l'attaque est de 6 civils tués et de 10 blessés selon la police. Les Shebab ont revendiqué l'assaut, affirmant avoir visé un lieu fréquenté par les autorités. En août 2020, ces Shebab-là avaient lancé une attaque d'envergure contre l'élite, un autre hôtel de la place du Lido tuant 10 civils et un policier. Il avait fallu 4 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'établissement. Les Shebab, affiliés à Al-Qaïda et qui réclament l'instauration de la loi islamique dans le pays, combattent depuis plus de 15 ans le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Et puis, pour terminer ce journal, sachez que l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a remis hier soir avec fracas son mandat de député, invoquant l'enquête parlementaire sur le Partygate. Les fêtes tenues à Downing Street en violation des restrictions liées au Covid-19, indiquant que sa décision était effective immédiatement, déclenchant une élection partielle qui met fin dans l'immédiat à toute perspective de retour, mais aussi en relief les divisions au sein du pouvoir conservateur, aggravant les difficultés de son successeur Rishi Sunak à 1 an des prochaines législatives. Boris Johnson reste sous le coup d'une enquête parlementaire chargée de déterminer s'il avait trompé le Parlement dans l'affaire du Partygate. Fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous et à demain 13h pour le grand journal du dimanche.